Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans le cadre de Belles Lettres, votre magazine littéraire. La littérature, c'est en fait des atomes de mots qui s'unissent par la magie du verbe pour donner des molécules de phrases, évidemment de phrases porteuses d'une dimension esthétique. Mon invité de ce jour est un magicien du verbe, un grand homme de médias et de culture, un journaliste chevronné, un débatteur hors pair, patron d'une chaîne de télé et président des entreprises audiovisuelles privées. Il s'agit, vous vous en doutez bien, de M. Jean-Pierre Kibambi Chintwa Wa Musememba. Bonjour, M. Kibambi. Bonjour. Bienvenue à Belles Lettres. Merci pour cette invitation que j'ai failli refuser d'ailleurs parce que j'estimais que c'était trop d'honneur pour moi qui n'ai pas encore écrit le moindre petit livre d'être reçu dans cette émission prestigieuse qui a connu la participation d'un certain nombre de personnes qui s'intéressent véritablement à l'écriture, des personnes pour la plupart que je connais, que j'ai fréquentées, que j'apprécie et qui m'ont fait l'honneur de m'apprécier. J'ai failli refuser parce que si je suis un arroseur, je n'aime pas qu'on m'arrose. Donc je suis un très mauvais interviewé. C'est pour nous un honneur, un plaisir réel de nous retrouver là avec vous autour de cette table pour un entretien autour de la littérature, du livre, de la culture, de la lecture. Et d'emblée, nous vous disons merci de vous prêter à ce jeu de questions et réponses. C'est moi qui vous remercie franchement. Je vous en prie. Puisqu'il sera question de la littérature tout au long de notre entretien, quelle est votre définition de la littérature? Et écoutez, moi j'estime que la littérature, c'est tout ce qui est écrit autour d'un sujet. Parce qu'on dira, la littérature médicale est aujourd'hui très abondante autour d'Ebola, par exemple. Oui. Donc, la littérature, d'une manière générale, est un peu cela. Tout compte fait, l'aventure de la littérature commence par les mots. Est-ce que vous arrivez d'être friand de certains mots de la langue française, comme certains sont friands de sucreries, de certains mets? Poser la question, c'est y répondre. Effectivement, c'est dommage que nous puissions nous en glorifier. Les belles lettres, c'est un peu notre amour. Oui. Depuis notre tendre jeunesse jusqu'à aujourd'hui, parce que pour nous, la lecture, c'est un moment de joie, un moment de grande culture, un moment de formation. D'ailleurs, il ne faudrait pas que les téléspectateurs puissent croire que c'est grâce à vous ou à cause de vous que j'ai écrit quelque chose qui va passer à ma propre télévision sur la lecture, parce que j'invite les jeunes à la lecture. C'est des activités, c'est une activité merveilleuse. Est-ce qu'il y a des mots de la langue française qui vous ont particulièrement marqué de par leur beauté, de par leur richesse? J'estime que tous les mots, puisque c'est eux qui font la magie, parce que si vous m'aviez posé la question de savoir la littérature proprement dite, ce que ça voulait dire, ça avait attrait vers quelque chose que vous avez signalé tout à l'heure, c'est-à-dire le côté esthétique des choses. Et donc c'est l'agencement de ces mots qui font la magie, comme vous l'avez dit si magistralement, qui font la magie de ce que nous partageons ensemble, de ce que nous aimons, nous francophones. Il semblerait qu'en anglais, c'est encore plus merveilleux. Mais nous, puisque nous sommes francophones, nous nous contentons de ce que nous connaissons.
Je reviens encore à ma question. Et parmi le mot de la langue française, il n'y a pas de mots particuliers que vous aimez et qui reviennent souvent dans votre parler? Des mots que j'aime, il y en aurait peut-être beaucoup, mais j'adore la prononciation de certains mots. Oui. Par exemple, assurément. Les gens disent assurément. Par exemple, carrément. Les gens disent carrément. Carrément parce qu'il y avait un illustre journaliste sportif, Basunga Nzinga, qui le disait. Alors, tout le monde aujourd'hui croit qu'on dit carrément. Non, on dit carrément. Voilà, par exemple. J'aime bien prononcer l'imparfait. L'imparfait. Oui. Pourquoi? Il était. Parce que c'est un son particulier. À quoi sert finalement la beauté de l'être, parce qu'on parle de belles lettres? Belles lettres. Oui, parce que quand on considère que la littérature, c'est quand même un ensemble d'œuvres qui tendent vers l'esthétique, c'est que l'esthétique n'est pas loin du beau. Donc, les belles lettres, c'est, disons, la définition parfaite de la littérature telle que nous en parlons aujourd'hui. C'est-à-dire l'ensemble des mots qui composent le beau. Les poèmes de Ronsard, par exemple, Oui. ils sont d'une beauté inégalable. Quand on voit Lamartine dans le lac, c'est beau, mais d'une beauté supérieure. Est-ce pour autant qu'on peut dire que la littérature, dans sa visée première, elle vise, si je peux me répéter, la beauté et non la vérité? Écoutez, vous avez déjà écrit des poèmes, vous avez déjà écrit quelques phrases ou des phrases. On ne peut pas, puisqu'on écrit pour que vous écrivez pour que vous soyez lu. Vous ne pouvez pas mal écrire, vous ne pouvez pas vous le permettre. Il faut inciter le lecteur à lire, à moins que vous soyez comme le père Théard de Chardin, qui a un langage complètement fermé, ou un Proust, qui est impénétrable, même s'il semble qu'avec ce qu'on a trouvé, tous ces messieurs qui écrivent de manière compliquée, eh ben, leurs textes sont importants pour rajeunir l'homme, pour le rajeunissement de l'homme, parce que vous lisez pour la première fois, vous ne comprenez pas, vous vous posez des questions, vous y revenez 3, 4 fois, il paraît que ça instruit et ça forme, ça construit l'esprit. Est-ce que la beauté a un impact sur l'état d'un homme? La beauté peut rajeunir un homme. La contemplation de la beauté, de belles choses, peut rajeunir, ou c'est juste pour... En tout cas, si ça ne peut pas rajeunir, et moi je crois que ça rajeunit, ça fait plaisir à l'œil, à celui qui lit, à celui même qui écrit. Vous savez, quand vous avez écrit quelques belles phrases, votre ambition, c'est d'aller les montrer aux autres pour qu'ils puissent apprécier, parce que vous avez estimé que vous avez bien écrit. Je ne sais pas s'il existe des gens qui écrivent volontairement mal. Je ne pense pas. Tout le monde veut que ce qu'il écrit soit apprécié et donc soit beau. Okay. Quand on parle de littérature, on pense au livre, à la lecture. Quel rapport l'homme de médias que vous êtes entretient-il avec le livre, la lecture? Écoutez, moi, le livre fait partie de moi-même. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je voyageais avec le maréchal Mobutu,
et que je me trouvais en France ou en Belgique. Les gardes du corps, ceux tout au moins qui chargeaient l'avion, de moi, ils disaient toujours, je le dis en lingala, même si l'accent n'y est pas, baninga baza komema biloko ya malonga ye kaka babuku oyebi ke babuku epezaka makasi. Voilà comment j'étais caractérisé. Moi, les amis achètent beaucoup de choses, moi je me contente des livres, parce que quand je lis, j'effectue un voyage gratuitement. Quand je lis, j'apprends, j'entre dans un environnement que je ne connaissais pas, je découvre, j'apprends, je comprends le monde. Et parce que vous parlez de Ronsard, quand nous étions, nous, aux humanités, eh bien, on apprenait du Ronsard par cœur pour que pendant les vacances, on aille, vous êtes de l'Icassie comme moi, oui, le susurrer aux oreilles des jeunes filles qui buvaient cela comme du petit lait. Vous savez, à 10, 15 ans, c'était d'une pureté inégalable. C'était pas dans l'intention de faire quoi que ce soit ou de pécher, pour parler comme le séminariste que j'étais. Et ça nous amusait et ça nous faisait apprécier de ces jeunes filles qui adoraient ces belles lettres. Aujourd'hui, c'est un petit peu rare que vous puissiez intéresser quelqu'un parce que vous parlez bien, parce que vous avez une certaine culture, mais je pense que j'ai dit ce que je pensais profondément. Moi, avec le livre, c'est vraiment un très grand mariage. Est-ce que le livre, c'est un objet de valeur? Un objet de valeur. Mais c'est un objet précieux. Donc il a de la valeur, bien entendu. En quoi il est précieux? Ah, il faut me voir quand je lis, parce que je prends toutes les précautions pour que, quand j'ai lu le livre, vous venez le découvrir après, il est presque intact, parce qu'il contient beaucoup de choses. Nous sommes en retard en Afrique, parce qu'on dit des Africains que si vous voulez leur cacher des choses, mettez-les dans les livres. Oui. J'invite les gens à la lecture. C'est cette lecture qui peut faire de vous un homme de qualité, qui peut vous ouvrir des salons dans lesquels se trouvent des gens bien, des gens honnêtes, des personnes valables avec lesquelles on a du plaisir à échanger. Est-ce que vous avez là un extrait d'un texte que vous avez aimé? Oula! Et que vous pouvez nous réciter là, si cela ne vous dérange pas? Oh là! Du Ronsard, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclos, sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette véprée, le pli de sa robe pourprée. Un autre de Ronsard peut-être, à Hélène. Bon, et le lac un soir, t'en souviens-t-il, nous voyions en silence. Ben, ça, c'est le bon milieu. Il faut dire que nous avions des professeurs assez atypiques. Vous savez qu'il y en avait un qui nous conseillait, qui nous disait « Mieux vaut devenir fou que de demeurer ignorant ». Et nous nous amusions à lire, par exemple, le lac, à retenir. Le lac, c'est parce que vous me surprenez. Et si vous m'aviez soufflé un petit mot, j'aurais fait rapidement... ça fait quand même des années que nous avons lu tous ces ouvrages merveilleux, il faut le dire. Tout à fait. À quand remonte votre premier contact avec le livre? Mon premier contact avec le livre. Il faut dire que très tôt, mon père, qui était cuisinier des Blancs à l'époque, m'amenait des Spirou, des Tintin.
et m'obligeait, chaque fois qu'il rentrait à la maison, de me trouver en posture de lecture. Alors, vous vous rendez compte, c'était le branle-bas à la maison. Mes sœurs étaient partout, guettant le retour de papa pour me dire, attention, va te mettre en posture de lecture parce que papa va arriver. Et ça produit du sens. Je vais vous raconter encore une anecdote. Vous savez, j'avais 10 ans. Oui. Et à 10 ans, on n'est pas méchant vis-à-vis des filles. Mais on cherche à les côtoyer. Et les amis qui étaient, eux, en ville parce que leurs parents avaient des grades dans l'administration, sont allés, par méchanceté, dire à une fille qui m'aimait bien pourquoi elle pouvait aimer un enfant de boy. Un enfant de boy. Boy. Alors, la fille répondra, est-ce que le français qu'il parle, vous qui êtes des enfants de riches, vous pouvez le parler? Nous étions en 6e primaire. Vous étiez déjà éloquent. Mais je n'ai jamais compris la réaction de cette fille, Oui. et j'ai cherché à comprendre. J'ai cru à un moment que c'est parce que je côtoyais les Blancs. Eh bien, à la faveur d'une formation en Europe, je suis allé jusqu'en Belgique rencontrer le patron de mon père. Okay. Eh bien, c'était un Flamand, mais il avait un accent à couper au couteau. Alors je me dis, mais moi, ça, je l'ai à partir d'où? Et je conclus, parce que je n'ai pas trouvé la réponse, oui, que Dieu donne toujours quelque chose à qui il veut, à cette personne d'essayer de la reconnaître, de la retrouver pour en faire le meilleur usage qu'il puisse en faire. C'est pour ça que vous m'avez tout simplement apprécié par mon parler, oui, et que vous m'avez invité à ce plateau qui a connu des gens autrement plus importants que ma modeste personne. Lire, est-ce un besoin essentiel comme le manger, le boire? On peut s'en passer et vivre. C'est un besoin vital. C'est un besoin vital. Moi, je ne sais pas comment on peut vivre quand on veut garder son niveau intellectuel, quand on veut promouvoir, quand on veut se dépasser intellectuellement. Comment on peut vivre sans le livre? Moi, je trouve que c'est absolument impossible. C'est pour cela, sûrement, que moi, feu mon épouse, quand ses amis venaient à la maison, me disaient ne criez pas très très fort parce que Monsieur Logique est là, il est dans la chambre en train de lire. Voilà. Qu'est-ce qu'un homme peut tirer de la lecture d'un livre? Pour compléter la question que vous venez de me poser, oui, moi, les rares personnes qui arrivent dans ma chambre, oui, elle est divisée en deux. Il y a la partie où je dors, oui, et l'autre partie des livres. Parce que je suis tout seul, je suis veuf depuis de longues années, et c'est comme ça que je vis. C'est vous dire oui, que j'aime vraiment le livre, au point qu'il ait remplacé ma compagne. Vous aimez le livre seulement en tant que contenu ou en tant que contenant, c'est-à-dire comme une œuvre? Moi, je le trouve comme une œuvre d'art, le livre déjà en soi. Absolument, oui, absolument. À part Proust, qui est, comme je vous le disais, un peu hermétique, oui, à part Père Théard de Chardin, que je ne relirai plus jamais. Je l'ai lu quand j'étais au grand séminaire. Oui. Bon, il y en a d'autres qui sont compliqués. Quand je lis le livre, quand j'ai le livre entre mes mains,
D'abord, je me remets en question. Chaque fois que je prends un livre, je mesure l'intensité de mon ignorance. Ok. Parce qu'au fur et à mesure que vous évoluez, vous vous rendez compte de votre ignorance. Vous découvrez des choses que vous ne deviniez même pas. Dans une interview accordée à la presse, votre fille a dit de vous que ce qui fait votre force culturelle, c'est la lecture. Celle-là aussi, elle exagère. Bon, c'est vrai que quand elle a terminé ses études de droit Oui, et qu'elle devait aller les compléter en Europe, un jour, je lui ai demandé, j'ai deux filles, hein, c'est ma fille aînée, oui. je lui ai demandé, mais jusque-là, tu as lu combien de livres? Elle me dit 62. Je lui dis, mais ma fille, 62 livres. À la Sorbonne, tu vas trouver des gens qui ont lu 2000, 3000 livres. Mais comment tu vas faire? À partir de ce jour-là, il a commencé à suivre un peu mon exemple. Oui. Et c'est vrai que quand elle est arrivée à Paris, elle m'appelle, elle me dit, mais c'est quand même extraordinaire. Comment tu peux avoir raison sur tout? J'ai dit, mais le secret, c'est la lecture. Tout à fait. Concevez-vous un journaliste sans culture générale? Un présentateur, Oui. seulement présentateur qui ne rédige pas. Il y en a, par exemple aux États-Unis, il y a des présentateurs, eux, ils prennent les journaux des gens qui écrivent bien et les lisent parce qu'ils ont belle voix, ils Oui. ont... Mais à part celui-là, si vous êtes vraiment journaliste, c'est-à-dire, vous savez Écrire, écrire, papier. ah oui, c'est absolument indispensable. Votre ami devra être le livre. Est-ce qu'en tant que patron d'une entreprise de presse, vous avez eu à parler à vos journalistes à propos du livre, de la lecture, et en quels termes? Je ne fais que ça. Mais je vais quand même vous surprendre. Quand j'étais journaliste après la philosophie au grand séminaire, je suis entré dans le journalisme à Lubumbashi. Oui. Je lisais et je m'amusais à prendre des mots difficiles pour les utiliser dans les journaux. Dans quel but? Mais, et les gens aimaient ça. Oui. Quand je suis allé en Europe, où j'ai appris le journalisme et qu'on a dit qu'un journaliste, le style d'un journaliste, c'est un style limpide, Oui. c'est avec des mots que tout le monde est censé comprendre, qu'on rédige son journal. De retour à Lubumbashi, les gens ont estimé que quand j'étais parti, j'étais mieux que quand j'étais de retour. Oui, parce que je me compliquais la vie pour rien, je compliquais la vie de mes auditeurs et téléspectateurs avec des mots difficiles. Ça ne sert à rien, c'est pour votre culture, mais quand vous devez communiquer, vous devez être le plus simple possible. Okay. Les meilleurs écrivains sont les écrivains qui réussissent à communiquer. Et la meilleure communication, celui qui comprend et qui connaît très bien la langue française, c'est celui qui est capable d'écrire simplement, qui est froid comme la mort. Or, le journaliste, c'est un peu ça. Mais à mes journalistes, je ne fais que ça. Vous avez parlé du meilleur écrivain, celui qui écrirait simplement, comme Zamenga. Vous savez, Zamenga, je l'ai découvert sur le tard. Et je l'ai comparé à Théard de Chardin. Comment ça? Oui, bah comment? Bah pardon, Théard de Chardin. Ah non, là, le nom est parti. Oui. Je l'ai comparé à Guy Descartes. Guy Descartes, oui. Mais c'est la même écriture. Mais lui, je l'ai découvert après avoir découvert Guy Descartes. Il écrivait très bien. Ses livres pouvaient être lus par le tout venant. Et pourtant, beaucoup s'acharnent sur lui.
Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de lui que son écriture est simple, simpliste. Mais non, mais écoutez, il faut d'abord entrer dans l'homme Oui. pour le comprendre. Il écrit pour qui? Ok. Il écrit pour le public qui est connu comme étant... Enfin, le public de Congolais, on dit que le Congolais, au Congo tout au moins, il y a 80% d'analphabètes. Mais si vous voulez communiquer avec ces gens-là, vous n'avez qu'une seule solution, c'est d'écrire le plus simplement. Moi, je trouve que c'est un très bon écrivain. Vous avez lu du Guy Descartes? Oui, j'ai lu. Ben, écoutez, Guy Descartes, il écrit simplement. Et c'est pour cela que ces livres sont lus en Europe, partout dans le métro, c'est tout le monde qui peut y accéder. C'est ça la communication. La finalité du livre, c'est laquelle? C'est quand même se faire comprendre. C'est envoyer un message. Si le message est bien compris, vous avez fait votre travail. Vous méritez les félicitations. Les Amengas, c'est ce grand homme que j'ai connu sur les tares et que j'ai tout de suite apprécié et recommandé à mes enfants qui étaient tout jeunes. Et des écrivains comme Mudimbe, Ngal. Mudimbe Ngal, vous avez grandi au Katanga, vous connaissez la dualité, la guerre des intellectuels entre les deux. Mais ça nous manque, cette affaire-là. Ça nous manque. Ça poussait les gens à aller lire pour atteindre ce niveau. Mudimbe, entre parenthèses, a été formé au même petit séminaire que moi, à Lubumbashi. Au séminaire de la Mouera, oui, qui est à 50 km de Lubumbashi. C'est le même séminaire qui a formé Monseigneur Chibangu Chichiku. Oui. Quand on lisait leur rédaction, leur dissertation, oui, parce que nos professeurs nous renvoyaient à ces gens, Monseigneur Songa Songa. Alors, on lui disait, allez lire ces messieurs. Et quand vous alliez à la rencontre de ces personnalités, vous trouviez qu'en 5e latine, ils citaient des auteurs que vous ne connaissiez pas. C'était le fruit de leur lecture. Leur lecture tout à fait diversifiée. Ce sont des gens, au séminaire, nous lisions, quand vous êtes en 6e latine, vous lisez les livres de la 6e latine, où vous rencontrez déjà un peu de latin. Vous allez en 5e gréco-latine, vous lisez les livres de la 5e, où vous rencontrez déjà un peu de grec et tout ça. Mais eux lisaient même des livres qui allaient au-delà de leur niveau d'études. C'est merveilleux. Ok. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la création du prix littéraire dénommé Kibambi Shintois? Avec surprise, mais que ce soit venu de quelqu'un que j'ai encadré, ça ne m'a pas surpris. Parce que j'étais journaliste chez moi, je lui disais, ma chère amie, si tu ne prends pas la résolution de lire, tu ne seras nulle part. Et je lui répétais tous les jours. Quand elle animait son émission, j'étais là, j'écoutais, je disais, ma chère amie, vous parlez comme quelqu'un de la 5e primaire. Et elle a commencé, elle s'est mise à lire, et quand elle a trouvé cet espace, parce qu'elle savait que j'étais un homme qui adorait la lecture et qui conseillait aux autres de s'adonner à cet exercice très enrichissant, qui vous ouvre les horizons. J'ai beaucoup voyagé avec le maréchal Mobutu. Il faut dire que chaque fois que les voyages passaient par Paris, oui, on allait en Chine, je prenais un livre sur la Chine, je le lisais tout le long de notre parcours, oui. Et quand j'arrivais, je faisais un reportage où il y avait du contenu. C'est comme si j'avais un peu vécu en Chine. Voilà que la lecture. Et quand vous rentrez au pays, les gens sont tout en admiration parce que vous avez fait des reportages qui leur ont appris des choses. Ok. Vous êtes avec l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, co-auteur d'un ouvrage, Entretien
après le bilan, l'élan. J'ai beaucoup aimé le titre. Après le bilan, l'élan. Et si on pouvait ramener ce titre à la vie d'un homme, comment le bilan peut-il donner une impulsion à la vie d'un homme? Parce qu'après le bilan, l'élan. Oui, mais vous savez, le bilan, c'est la remise en question de tous les jours. Je vous disais, chaque fois que je touche, j'entre en contact avec le livre, je découvre mon incompétence, mon ignorance en réalité. Parce que c'est un bilan qu'il faut faire tous les jours par rapport à l'environnement. Oui. Quel est mon rapport avec l'environnement? Quel est mon rapport avec la science? Quel est mon rapport avec... Moi, je trouve que le bilan, on le fait même inconsciemment. Chaque fois qu'on est à la croisée de chemin, ou chaque fois qu'on affronte d'autres combats. Okay. Ce n'est pas votre impression que le bilan, on doit le faire de manière permanente? Non. Si, si. Voilà. Nous devons apprendre à nous remettre en question. Ah oui, absolument. Sinon on n'évolue pas. Oui, sinon on n'évolue pas. Avez-vous en vue un autre projet d'écriture? Ou autrement, je peux poser autrement cette question. Quel livre aimeriez-vous écrire? Je n'en parle pas beaucoup, mais oui. Je peux même dire que j'ai terminé un livre, le livre que j'écris sur une personnalité de la République. Je ne révèle pas encore son nom, mais j'attends juste l'opportunité de lancer ce livre. Si je révèle cette personnalité, tout de suite on va me pousser à le sortir. Je me tais encore pour le moment. C'est une biographie? Non, c'est un livre sur ce que j'ai vécu avec cette personnalité. Voilà. Vous n'avez jamais été tenté par l'autobiographie? Pensez un jour écrire votre autobiographie? Bon, mais qu'est-ce qu'il y aura de substantiel? Vous savez, c'est pas pour faire plaisir à ceux qui nous écoutent. Je suis quelqu'un d'assez modeste et d'assez sévère vis-à-vis de moi-même. Oui. Je ne vois pas ce que je dirais qui pourrait être intéressant pour les lecteurs. Et pourtant, votre vie, c'est une vie qui peut édifier, qui peut inspirer. Vous privez le public d'un très grand bien, là. Moi, je suis pas de votre avis. Il y a des petites aventures qui vaudraient la peine de dire, mais ce que je dis ici, c'est déjà ça. J'aime la lecture, elle m'intéresse. Et moi, ce que j'aime, c'est quand j'affronte le public. Moi, j'adore affronter le public quand je parle. Quand dans une salle, il y a 100 personnes, je suis pas content. Plus les gens viennent, plus je suis content de prendre la parole devant beaucoup de gens. Ok. Parce que j'aime la lecture et j'aime affronter le public, un public sévère. Mais vous n'êtes pas sévère avec moi, je vous suis reconnaissant. Ok. Là, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Mais une question avant qu'on atterrisse. Est-ce que la littérature peut servir à quelque chose dans un monde dominé par le gain immédiat, le profit, l'utilité, un monde dominé par autre chose? Mais c'est dans les livres que vous trouverez les astuces pour justement avoir le gain facile. On vous dit pour cacher de l'argent à un noir, il faut le mettre dans le livre. Mais lisez, vous serez surpris de découvrir comment
on peut fuir la misère en étant un patron d'entreprise, peut-être pas audiovisuel, mais c'est dans les livres que ça se trouve tous ces... Vous les trouvez où? Si vous avez quelque chose que vous voulez entreprendre, vous ne me l'avouerez pas, vous le cacherez, mais si vous le mettez dans un livre, moi j'y aurai accès et je vous imiterai. C'est en cela que, c'est vrai, il faut peut-être faire des autobiographies. Je suis en train de lire un livre de M. Sarkozy. Oui. C'est passionnant. Quand vous le lisez, vous regrettez d'avoir lu les livres que les autres ont écrits sur lui, parce qu'il le résume de manière assez intéressante. Sauf, pour moi, la remarque, c'est quand il parle du président Kadhafi, oui, sur une seule ligne. Je trouve ça malhonnête. Oui. Selon vous, pourquoi est-ce que les gens ne lisent pas chez nous? Nous sommes de tradition orale. D'ailleurs, j'oubliais de dire que la littérature, c'est l'ensemble des œuvres écrites et orales. Oui. Oui. Nous sommes de la tradition orale, et vous me permettez, vous me tendez une perche extraordinaire pour dire à notre jeunesse qu'il ne faut pas seulement lire les auteurs français, les Malraux, les François Mauriac, les Sartre, de Beauvoir, son épouse. Non, la littérature africaine renferme des trésors, mais immenses. Voyez-vous la différence entre nous, de l'Afrique centrale, et les amis de l'Afrique de l'Ouest, c'est que eux ont beaucoup écrit sur leur histoire. Sundiata, vous le connaissez, quand il parle de ces héros, mais Senghor a beaucoup écrit sur... alors, lisez, donnez-vous la peine de vous connaître. Les Grecs ont dit « Notis auton », connais-toi toi-même. Faisons un effort pour connaître la civilisation africaine, et je crois que ça nous permettra d'être nous-mêmes et de mieux appréhender, de mieux comprendre notre propre histoire. Et si nous nous connaissons de la meilleure des façons, nous serons en mesure de résoudre beaucoup de nos problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les gens, surtout la jeunesse, à lire dans notre pays? Mais nous quand on était jeunes, nous, on avait les professeurs, effectivement, quand ils venaient vous déclamer les trucs, vous disiez, bon, je vais bloquer ça, je vais retenir. Quand vous avez des professeurs qui vous disent, au lieu d'être ignorant, il faut être... mieux vaut être fou que d'être ignorant, vous ne pouvez que vous intéresser. Je crois, en faisant la promotion des livres pour enfants, comme je suis en train de m'y employer, dans ce prix Kibambi-Fintoire, en essayant de déclamer les poèmes devant les enfants, ils vont trouver ça miraculeux. Les jeunes gens aujourd'hui prononcent mal, mais il faut les pousser, leur dire que ils ont encore du chemin à parcourir pour... quand on apprend quelque chose, il faut la maîtriser, essayer tout au moins de la maîtriser, en n'oubliant pas ce qu'on est soi-même. Quel genre de plaisir on trouve dans l'acte de lire? Tous les plaisirs. Lesquels? Tous les plaisirs. Je ne sais pas. Vous savez, moi j'ai ma méthode. Hein. Oui. Moi j'ai ma méthode. Il m'arrive de temps en temps de me faire plaisir avec une bonne bière. Alors, quand je lis, je dis, dès que j'arrive à la 100e page, je me verse un verre dans la gorge. Et ça me motive. Et quand je n'y arrive pas, je ne touche pas. Je toucherai demain, après-demain, quand j'atteindrai les 100 pages, parce qu'on n'a pas tout le temps à réserver à la lecture. Et quand je suis en vacances, alors là,
j'abandonne tout, j'entre dans ces différents mondes. Et la meilleure façon de lire sans se fatiguer, c'est de lire plusieurs ouvrages à la fois. Quand vous êtes fatigué de celui-là, vous reposez quelques minutes, vous reprenez un autre, mais vous pouvez passer vos vacances de manière merveilleuse, et après, vous les résumez tous. Là, nous sommes à la fin, mais avant qu'on termine, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission Belles Lettres? J'ai suivi quelques-uns de vos invités. Ah, ils étaient d'une fracture intéressante. Ce sont des personnes que je connaissais avant de les voir devant votre petit écran. Ce que je voulais dire, ce que j'animais la même émission quand j'étais à TKM. Oui. L'intitulé était en latin, Scripta Manent. Et c'est des émissions qui ne sont pas suivies par beaucoup de gens aujourd'hui, même hier quand j'en animais, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris la nécessité de la lecture. Je crois qu'en vous suivant, en suivant vos invités, ils doivent avoir commencé à changer. Et c'est à cela que je les invite. C'est une richesse, c'est une injure quand quelqu'un vous dit « je ne lis pas ». Oui, mais donc il y a des choses cachées dans ce livre que vous ne connaissez pas. Vous passez à côté de la vérité, vous passez à côté de l'instruction, vous passez à côté de l'intelligence. Là, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons merci de vous être disposés pour nous. Nous pensons que nous aurons aussi à vous inviter prochainement pour parler d'autres choses. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. C'est vraiment un grand honneur. À tous et à tous, nous disons merci pour nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous à la prochaine. Bye bye.